Ok, bonjour à tous. Donc, 9e série de slides. Donc, cette fois-ci, on continue sur la régression de Poisson et on va parler d'un petit peu d'interprétation. Donc, la série numéro 8 parlait des méthodes d'inférence, donc comment on estimait le paramètre bêta quand on avait une régression de Poisson. Donc, ce qu'on montrait, c'est qu'on tombait sur des équations de vraisemblance qui étaient très proches de celles qu'on avait dans la régression binomiale. Et là, on va présenter un exemple et puis discuter un petit peu les interprétations. Donc, je vais basculer sur mes transparents. Voilà. Hop. Donc, on a cette régression de Poisson, donc toujours l'idée que Y, qui est notre variable d'intérêt, est une variable de comptage, et on va supposer qu'elle suit notre Poisson, mais pas forcément homogène. On a toute notre population, puis dans notre population, on a des sous-groupes, si jamais je raisonne sur des variables factorielles explicatives, dans lesquelles on a de l'homogénéité, on a de l'autre Poisson. Et ce qu'on verra, c'est comment est-ce qu'on interprète les différents coefficients dans la régression, puis comment on interprète une sortie. OK. Donc, les données qu'on va utiliser, c'est des données qui sont tirées d'un article de Fer de 1978 qui était paru dans le Journal of Political Economy. Donc, c'est sur des histoires d'affaires conjugales, donc d'affaires extra-conjugales. Donc, on demande à des gens combien de fois est-ce qu'ils ont trompé leur conjoint ou leur conjointe l'année passée. Donc, on a cette variable Y. Donc, Y est fondamentalement une variable de comptage. Okay, et c'est annualisé. Donc, c'est vraiment l'année passée, combien de fois avez-vous trompé votre conjoint, votre conjointe, et pour expliquer cette variable Y, on a un certain nombre de variables explicatives. Okay, donc il y en a deux qui sont des variables quantitatives, donc qui sont ce que j'appelle communément des variables continues. Donc on a l'âge de la personne et le nombre d'années de mariage de la personne. Okay. J'ai ensuite une variable qui sera une variable continue, mais qui n'est pas forcément avec des très grandes valeurs, qui est le nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants est une variable de comptage, elle aussi. J'ai la variable de genre de la personne, donc on sait si la personne est un homme ou une femme. Okay. Donc, au niveau de l'interprétation, j'ai juste un petit doute sur lequel sont les hommes, lesquels sont les femmes, parce que j'ai juste des 0 et des 1. Il faudrait reprendre l'article initial pour aller plus loin dans l'analyse, mais encore une fois, on n'est pas dans un cours de sociaux, on est vraiment dans un cours de régression. Donc, le but est plutôt de comprendre la méthode plutôt que de discuter et de disserter pendant des heures sur les interprétations. Et à la fin, donc j'ai des variables supplémentaires qui sont plutôt des variables factorielles, même si elles sont un peu particulières parce que c'est des variables factorielles ordonnées. Donc on a une information sur ce qui s'appelle religious, donc c'est le niveau de religiosité de la personne. Donc c'est une note qui est donnée entre 1 et 5. Donc normalement, juste après, je dois expliquer un petit peu les interprétations. Éducation, c'est le nombre d'années d'éducation. Donc on peut le voir là aussi comme une variable de comptage, comme children, mais on pourrait le traiter comme une variable continue. On a la variable occupation. Alors, occupation est donc c'est des données américaines et c'est des catégories de métiers, donc qui sont quand même plus ou moins ordonnées en fonction de la qualification. Et on a la variable satisfaction qui est êtes-vous heureux de manière générale dans votre couple, donc qui est une variable d'autodéclaration entre 1 et 5, donc qui va se rapprocher de la variable religious. Donc religious et satisfaction sont des variables très très proches, qui sont des variables factorielles ordonnées un petit peu particulières. Donc comme je le dis, occupation, donc c'est l'échelle Dollingshead. Donc je laisse les plus motivés pour aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà la base dont on dispose, et ce qu'on veut, c'est essayer d'expliquer cette variable Y. Donc ce qu'on va supposer, c'est que Y suit notre Poisson. Et pour être plus particulier, ce qu'on va supposer, c'est que Y, conditionnellement aux variables explicatives, doit pouvoir suivre notre Poisson de paramètre lambda X. D'accord, donc on va avoir des paramètres qui sont différents en fonction de X, et pour pouvoir faire l'inférence, il faut donner une forme. Donc on va rester dans la classe des modèles linéaires en disant que ça va être une exponentielle de la combinaison linéaire des variables explicatives. Ok, je vérifie juste que donc je vais commencer par régresser sur la variable, donc les deux variables factorielles dont je parlais, en me demandant est-ce que finalement ces deux variables, je peux les traiter comme étant factorielles ou est-ce que je pourrais les prendre comme des nombres. Donc, c'est cette variable religious et satisfaction. Donc, 1, ça va être anti-religieuse et 5, c'est très religieuse. Donc, ça va être un degré de religiosité. Comme ça, on est clair. Et la satisfaction, là aussi, c'est pas content jusqu'à très content. Ok, donc, première étape, c'est soit je le traite comme étant une variable factorielle, soit je peux le traiter comme étant une variable numérique. Ok, donc, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le danger de ces variables numériques, c'est que et c'est souvent quelque chose qui est abordé quand on va faire des sondages, c'est comment est-ce que je recode ces variables-là. Donc ici, j'ai gardé le numéro 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont donnés dans la base. À une translation près, c'est équivalent à avoir -2, -1, 0, 1, 2, donc qui est une codification un peu plus classique, où 0 va être la position
supposé neutre, ce qu'on appelle neutre, ce qui n'est pas forcément ce qu'on appelle aussi un reference point, ce n'est pas forcément l'endroit où la majorité des gens va se positionner, mais c'est ce qui pourrait être comme étant vu comme une position neutre quand on pose la question. Et donc, quand on est un peu religieuse, on va être à 1, et très religieuse, on va être à 2. Alors, ça sous-entend que deux personnes très religieuses, enfin qu'une personne très religieuse est équivalente à deux personnes un peu religieuses. Donc, c'est des débats qui ne sont pas forcément très simples. On peut, au lieu de réfléchir d'un point de vue philosophique, on peut juste faire des stats et regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, sur les deux graphiques qu'on a ici, ce qu'on observe, c'est donc les valeurs en bleu correspondent aux paramètres d'une loi de Poisson si jamais je régresse sur des facteurs. Donc, par exemple, pour une personne qui se dit moyennement religieuse, donc religieuse de niveau 3, ce qu'on observe, c'est que le lambda associé serait plutôt donc, de l'ordre de 1. Peut-être un petit peu en dessous de 1. Donc ça s'estime comment? Alors, on l'a vaguement vu pour l'instant, mais c'est quand on va raisonner sur des classes, le lambda chapeau va correspondre à la moyenne à l'intérieur du classe. On a le même résultat que dans la régression par Mandre Carré, on a le même résultat que dans la régression de Bernoulli. Donc, c'est tout simplement la fréquence empirique dans cette classe d'individus qui se déclarent religious de niveau 3. Donc ça, c'est les valeurs, si jamais je le fais en non paramétrique. Et en très pointillé, je me suis contenté de faire cette régression. Donc, GLM, où je régresse sur religious avec comme distribution pour ma variable d'intérêt, une note Poisson. Donc, à partir du moment où religious, je peux revenir sur le slide précédent, mais sur religious était décrite comme étant un entier, je ne l'ai pas transformé en tant que facteur. Dans ces cas-là, il va faire quelque chose de numérique. Donc, c'est ce qui est fait un petit peu ici. Donc, on a ici un modèle qui est un modèle qui me dit que le lambda associé à un certain niveau de religiosité, ça va être exponentielle de bêta 0 plus bêta 1 fois le niveau R. Donc, on va récupérer ce modèle-là et c'est la courbe qui est faite en pointillé. Donc, on retrouve une belle décroissance exponentielle de notre courbe en pointillé. Et donc, la question qu'on peut se poser assez naturellement, c'est est-ce que ce modèle, il a du sens ou pas? Voilà. On a l'impression qu'on pourrait prendre la variable comme étant continue. On a juste ce petit bump au niveau de 3, par exemple, qui existe sur la religiosité. J'aurais plutôt tendance à croire qu'on devrait avoir une fonction monotone, mais bon, après à voir si jamais on continue à utiliser ça. Ensuite, donc on a donc la prévision, voilà, juste pour revenir un peu sur les prévisions. Donc ici, je récupère les prévisions que j'aurai avec mon modèle où la variable est traitée comme étant une variable continue. Donc par exemple, ici, je suis à 0,63. Ici, j'étais plutôt un petit peu en dessous de 0, un petit peu en dessous de 1, donc on va dire peut-être 0,9. Donc on a un écart qui est quand même pas négligeable. Voilà. À voir si jamais on veut le garder ou pas. Donc là, il faut se lancer dans la régression. Dans un cas, j'ai juste un paramètre. Dans l'autre cas, je vais en introduire 4. Voilà, ça va avoir un coût. Mais voilà, encore une fois, on peut tenter toutes sortes de modèles. Encore une fois, je suis essentiellement là dans ce cours pour donner des outils à mettre dans la boîte à outils. On a le choix. Il faut tenter les deux, puis regarder ce que ça donne en termes de prévision par la suite. Je peux faire la même chose sur satisfaction. Satisfaction, on a à peu près le même genre de choses, où on aurait l'impression que c'est effectivement une fonction qui va être plutôt décroissante quand je le fais sur la régression en prenant satisfaction comme étant une variable continue. Donc, quelqu'un qui est plutôt. Donc, ici, c'est plutôt les personnes qui sont très satisfaites. Ici, c'est les personnes qui sont moins satisfaites. Donc, on voit qu'on est décroissant. Donc, plus on est heureux dans son couple, moins on va avoir eu d'affaires extra-conjugales les années passées. Donc, on a une interprétation qui n'est pas complètement stupide. Ce qu'on voit, c'est que quand on travaille sur les variables, donc si je fais une régression non paramétrique pure, donc si je régresse sur chacun des facteurs, on voit qu'on cale à peu près avec cette courbe. Il y a juste éventuellement des petites valeurs un petit peu trop élevées. Donc peut-être c'est juste qu'on a mal considéré la variable continue. Donc je la mets comme une variable continue dans mon modèle, mais ça se trouve, il aurait peut-être fallu la transformer, peut-être dire que 1 et 5 sont des modalités un peu particulières, il faut leur donner un point un peu plus important. Donc, quelqu'un qui se dit classiquement très religieux, c'est généralement quand même beaucoup plus fort que de se dire un peu religieux. Donc, on pourrait se dire peut-être que le 5 devrait être un 6. Donc, il y a peut-être des transformations non linéaires à faire subir à cette variable. Voilà. Donc, anyway, on a traité ces premiers jeux de variables. Donc, ce qu'on peut regarder aussi, c'est les intervalles de confiance. Donc, ça, j'en avais parlé un tout petit peu quand on avait fait des prédicts. Je peux faire un prédict en demandant SE.fit. Donc, SE.fit me calcule
l'écart type de notre prévision. Donc là, je reviendrai plus tard là-dessus, encore une fois, quand on fera les GLM, sur ce que c'est que cet écart type. Mais l'idée, c'est que les bêta-chapeaux sont des variables gaussiennes, en tout cas asymptotiquement gaussiennes. Après, on peut utiliser la delta méthode pour récupérer la normalité asymptotique sur à peu près n'importe quoi. Donc, on l'aura sur notre prévision. Donc, les X bêta-chapeaux seront aussi asymptotiquement gaussiens. Et quand je fais une transformation de cette variable-là, donc quand je fais exponentielle de cette combinaison linéaire des variables explicatives, j'aurai aussi quelque chose d'asymptotiquement gaussien. Donc, on a des lois normales un peu partout. Et donc, pour faire des intervalles de confiance, quand on a une loi normale, il suffit de trouver la valeur moyenne. Et ça, on l'a, c'est notre prévision. Okay, et je rajoute juste plus ou moins 2 fois l'écart type. Donc, c'est cet écart type dont on a besoin pour construire l'intervalle de confiance. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, quand on demande un predict avec l'écart type, il nous renvoie l'écart type de notre prévision, il nous renvoie le fit, et je prends le fit plus ou moins 2 fois l'écart type. Donc, c'est des courbes qu'on récupère ici. Donc, on voit qu'on est dans cet intervalle-là. Okay. Donc, dans le cas de la religiosité, on voit que la valeur en 3 dépasse un peu notre bande de confiance. Donc peut-être qu'on ne devrait pas trop y croire et peut-être se restreindre à un modèle factoriel. Quand on est sur la variable satisfaction, on voit qu'on pourrait presque y être. Peut-être qu'il faudrait juste changer la manière dont on code les variables. C'est-à-dire, par exemple, si jamais la variable 5 était placée en 6, ce qu'on observe, c'est qu'on aurait potentiellement pu être dedans. Okay. Donc, voilà, on a toutes sortes de discussions, encore une fois, qu'on pourrait avoir sur ce modèle-là. Si jamais je vous donnais cette base à traiter en devoir, l'idée, ce serait de regarder plusieurs possibilités de modélisation, puis de comparer ensuite à la fin. OK. Autre remarque importante, alors j'insiste, je ne l'avais pas fait auparavant parce que c'était plus compliqué quand on avait une variable de Bernoulli, parce que quand on a une variable de Bernoulli, on reste toujours sur des modèles de type Bernoulli. Une variable qui prend des modalités 0,1, c'est forcément une variable de Bernoulli. Ici, on a juste une variable de comptage. Ce qu'on disait, c'était que conditionnement aux variables explicatives, donc je le mets ici, ce qu'on se dit, c'est que conditionnement aux variables explicatives, j'ai une loi de Poisson. Okay, donc ça, techniquement, c'est ce qu'on appelle des poissons mélanges, okay, puisque j'ai plusieurs valeurs possibles pour les x. Okay, donc j'ai une loi Poisson mélange, et une loi Poisson mélange n'est pas une loi de Poisson. Okay, et c'est ce qu'on observe ici. Donc, on a cette fonction good fit dans le package VCD qui nous propose de faire un test de loi de Poisson. Okay. Donc, on récupère en point rouge les valeurs qu'on devrait s'attendre à avoir si on avait une loi de Poisson. Et en valeur marron, on a la taille de la boîte. Combien d'observations est-ce que j'ai? Donc, c'est l'équivalent d'un histogramme. Okay. Et c'est juste qu'au lieu de commencer l'histogramme à 0, il va le commencer à partir de la valeur théorique à laquelle on pense être. Okay. Donc, si jamais je suis, alors je vais juste revenir avec ma petite couleur. Ici, ce qu'on observe, c'est que ce truc-là, c'est la fréquence empirique qu'on a observée dans notre base de données. Et comme on a une différence ici, ça veut dire qu'on a plus de zéros qui ont été observés que si j'avais une loi de Poisson. Okay, et j'observe la même chose par ici. Okay. Bon, j'aurais même pu inclure le 3, mais ce qu'on observe, c'est que globalement, on a plus de zéros dans notre base de données que ce qu'on aurait avec un modèle de Poisson. On a aussi plus de valeurs importantes que ce qu'on aurait si jamais on avait une loi de Poisson. Et comme encore une fois, on a une mesure de probabilité, si jamais je suis plus élevé sur certains, c'est que je suis moins sur d'autres. Encore une fois, l'intégrale doit être égale à 1. Okay. Donc ce qu'on observe ici, c'est que j'en ai moins. D'accord. Et ça, c'est typique de ce qu'on observe quand on a des poissons mélanges. Okay, donc, typiquement, une loi binomiale négative. Donc, une loi binomiale négative, c'est une loi Poisson-mélange dans laquelle le paramètre lambda suit une loi gamma. On reviendra là-dessus quand on fera un peu de surdispersion, mais c'est exactement ce qu'on observe ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on observera dans beaucoup de bases de données avec des données un peu hétérogènes. C'est typiquement ce genre de graphique où j'ai beaucoup plus de zéros, okay, beaucoup plus de valeurs plus importantes et de facto moins de valeurs au centre qu'on se devrait avoir avec une loi de Poisson. Okay, donc, ça peut être un moyen pour voir si jamais j'ai une loi de Poisson. Encore une fois, si jamais j'avais une loi de Poisson, ça ne sert à rien de faire des régressions. Okay, j'ai mon modèle de Poisson. Et dans ces cas-là, je prends la valeur moyenne et je peux faire ma prévision. Là, ce qu'on a observé, c'est qu'on a a priori des groupes. Okay, donc, on a a priori de l'hétérogénéité. C'est ce que dit ce graphique. Ce graphique dit qu'il y a de l'hétérogénéité. Le paramètre lambda, il n'est pas le même pour tous. Okay. Parce que, encore une fois, c'est typiquement ce que j'aurais avec un poisson mélange. Donc, il y a un mélange. L'idée, c'est de capturer l'information sur ce mélange et de se dire est-ce que ce mélange il est relié au genre de la personne, à leur sexe, est-ce que c'est relié à leur niveau d'éducation, est-ce que c'est relié à leur niveau de religiosité. Voilà. Donc encore une fois, quand on fait des modèles GLM,
on ne suppose pas qu'on est… quand je vous dis on va supposer qu'Y a une certaine loi, ce n'est pas que Y non conditionnel a une certaine loi, c'est que conditionnellement mes variables explicatives, je vais avoir une certaine loi. Okay. Et encore une fois, c'est la même chose que ce qu'on avait dans la régression standard, puisque ce qu'on disait, c'était qu'on avait un modèle gaussien. Je renvoie à la base qu'on avait sur les tailles des individus. Quand j'avais la taille des individus, ça ne suit pas du tout le normal. Okay. Pas du tout. C'est une courbe en cloche, mais le modèle gaussien ne marchait pas très bien. En tout cas, de mémoire, c'était rejeté quand on faisait un test de type Kolmogorov-Smirnov. L'idée, c'est quoi? C'est que si jamais j'arrive à conditionner par les bonnes variables, j'arrive peut-être à capturer l'effet d'hétérogénéité sous-jacent. Et ce qu'on disait, c'était que la taille des élèves dans la classe, ils pouvaient suivre une loi normale à condition de conditionner par le genre. Donc, si jamais je regardais les garçons et les filles séparément, pour les garçons, j'avais une belle loi normale. Pour les filles, j'avais une belle loi normale. Mais globalement, j'obtenais un mélange de deux gaussiennes qui faisait que globalement, ce n'était pas gaussien. D'accord? Donc, il y a ce petit point sur lequel il faut être clair sur le fait que quand on dit qu'on veut que Y suive une certaine loi, ça ne veut pas dire que quand je prends mes données brutes et que je teste si jamais j'ai cette loi, ça va marcher. Donc, on reviendra peut-être là-dessus quand on fera des modèles GLM. Quand on dira on peut tenter un modèle gamma, ça ne veut pas dire que Y, quand je prends ma base de données, ça va suivre une loi gamma. Et là, c'est la même chose. Y ne suit pas une loi de Poisson. Ce que j'espère juste, c'est qu'en conditionnant correctement, je vais récupérer des lois de Poisson conditionnellement à mes classes. Voilà. Donc, c'est ça que ça nous raconte un peu ce modèle. OK. Donc, une variable continue. Donc, on avait fait un tout petit peu discrètement quand je parlais de traiter mes variables de type religiosité comme étant des variables continues, entre guillemets. Okay. C'est de dire que mon lambda x, c'est une exponentielle d'une combinaison linéaire de variables explicatives. Et donc, ma prévision, encore une fois, je ne suis pas en train de prévoir ce que vaudra x, parce que y, c'est une variable de comptage, donc c'est une variable à valeur entière. Là, ce qu'on va récupérer, c'est l'espérance de y. Okay. Alors, juste une petite précision, parfois, je dirais que lambda x chapeau vaut 60%. Je vais essayer de ne pas le dire parce que 60%, on a l'impression que c'est une proba. Okay. Lambda chapeau, ce n'est pas une proba, c'est l'espérance de ma loi, donc paramètre de ma loi de Poisson. Donc, par exemple, quand on regarde ici, sur le graphique, on est à, pour une personne de 20 ans, okay, l'espérance du nombre d'affaires extra-conjugales l'année passée est de l'ordre de 0,55. Okay. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 55% de quoi que ce soit. Okay. Encore une fois, on est sur un modèle de comptage. Le paramètre lambda, il est juste un valeur dans R+. Okay. Je le dis parce que quand on fera des accidents, j'ai effectivement assez tendance à assimiler le paramètre lambda à la probabilité d'avoir un accident, mais c'est juste une approximation de premier ordre. Okay. Donc, encore une fois, mon lambda, c'est juste l'espérance conditionnelle de mon Y par rapport aux variables explicatives. OK. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Hein, c'est juste ma fonction GLM. Okay. Famille égale Poisson. Je donne le nom de ma base de données et je mets le nom de mes variables. Donc, il y a ma variable Y et ma variable âge. Donc là, l'âge va être traité comme étant une variable continue, puis encore une fois, dans ma base, elle est définie comme un entier. Okay. Et ensuite, je fais un prédict. Donc, le prédict me permet de récupérer cette courbe-là. Donc, la courbe de gauche correspond là encore à mon prédict que je récupère. Alors, c'est le prédict de type égale response. Voilà, je l'avais indiqué ici. Okay. Donc, le type égale response, je l'aime bien parce que ça me permet de récupérer une grandeur que je peux interpréter directement. Donc, en l'occurrence, ça va être la valeur de mon lambda. Okay. Et on obtient la courbe de gauche. Donc, la courbe de gauche, c'est encore une fois cette exponentielle. Donc, on retrouve cette croissance. Mais là encore, comme dans les données du Titanic, on a l'impression, peut-être vu de loin, que c'est linéaire. Ce n'est pas linéaire. Encore une fois, c'est une exponentielle d'une constante plus une autre constante multipliée par l'âge. Okay. J'ai juste mis une échelle log de mémoire dans mes graphes. On va retrouver assez souvent cette échelle log parce que ça permet de vérifier qu'on a bien quelque chose de linéaire. Okay. Donc, ma courbe, elle est effectivement linéaire quand je le passe en échelle log sur l'axe des Y. Okay. Et c'est exactement ce qu'on dit. On dit que lambda, c'est une exponentielle de ma variable x. D'accord. Donc, on a quelque chose qui va être croissant en fonction de l'âge. Okay. Je laisse toutes les interprétations à ceux qui veulent jouer avec ça. Mais on peut se demander, est-ce que c'est effectivement linéaire? Donc, c'est la même question que dans le Titanic. On mettait l'âge, et puis ce qu'on avait vu, c'était qu'en fait, ce n'était pas exactement linéaire. On avait mis un polynôme de degré 3. Donc, on avait vu que les enfants avaient quand même beaucoup, beaucoup plus de chances de s'en sortir que si jamais c'était un modèle linéaire, et les personnes âgées avaient beaucoup moins de chances de s'en sortir que dans un modèle linéaire.
Donc là, on peut se demander, est-ce que ce modèle linéaire, il a du sens? Voilà. Donc, ici, je suis parti sur des modèles avec des splines, donc des splines cubiques par défaut. Donc, je prends une transformation de l'âge et puis on va juste essayer de voir ce que ça donne. D'accord. Donc, ce qu'on observe, je réinsiste, donc Library Spline me permet de récupérer cette fonction BS. BS, je l'utilise dans mon modèle GLM, donc je régresse non pas sur l'âge, mais sur une transformation de l'âge. Et c'est-à-dire que je vais avoir la fonction qui se trouve en haut. Ce que va faire R quand on va lancer ça, encore une fois, c'est un modèle qui est linéaire, qui est linéaire, mais pas en X, qui est linéaire en X, X2, X3, et la partie positive au-delà d'un certain seuil est élevée à la 3, puis éventuellement une partie positive au-delà d'un autre seuil élevée à la 3. Donc on a ce modèle qui va être linéaire en chacune des transformations. Donc je lance ma descente de gradient, je récupère mes bêta chapeaux à la sortie de mon itération, et je peux récupérer ensuite ma prévision. Donc c'est exactement la courbe, qui est exactement la courbe de droite. Donc la courbe de droite me donne les valeurs, la forme de ce modèle-là. Donc on observe quelque chose qui pourrait ressembler à une espèce de parabole. Donc peut-être une parabole, peut-être une fonction d'ordre 3, je ne sais pas trop. Ce qui est fait à gauche, c'est ce qui se passe quand je prends l'exponentielle de cette combinaison-là. Donc, la différence entre les deux, encore une fois, c'est l'échelle log que je mets sur l'axe des Y sur la courbe de droite. Donc, on a cette évolution-là. Et donc, là encore, on confirme l'idée que ce n'est peut-être pas un modèle linéaire qui serait pertinent. En tout cas, de ne pas prendre l'âge comme étant quelque chose de linéaire. Pourquoi? Parce qu'on avait obtenu un graphe qui a été plutôt comme ça. Donc, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, on voit que ce n'est pas forcément très malin, parce que ce que ça nous dit, c'est que finalement, les personnes qui sont jeunes ont quand même beaucoup moins de chances de tromper leur conjoint ou leur conjointe l'année passée. Mais c'est aussi la même chose pour les personnes plus âgées. Donc, on voit qu'on se trompe en utilisant un modèle linéaire. Ce qu'on ne voyait pas, encore une fois, tant qu'on n'avait pas regardé. Soit on regarde les données, le problème, c'est que regarder les données, ça a du sens essentiellement dans les régressions linéaires. Si jamais je le fais sur des données de comptage, on ne verra rien. Donc, c'est pour ça que les splines peuvent être intéressantes, parce que ça permet de visualiser sans faire d'a priori sur les formes. Donc, on n'aura pas forcément une fonction croissante. Ce qu'on a forcément, en fait, si je fais un modèle linéaire. Si je fais un modèle linéaire, par construction, c'est quelque chose de monotone. Soit mon coefficient bêta est positif, et dans ces cas, j'ai forcément une fonction croissante, soit mon coefficient bêta est négatif, et j'ai forcément une fonction décroissante. Si jamais j'ai quelque chose de plus subtil, comme on a ici, je ne peux pas le capturer avec une fonction linéaire. Et éventuellement, je serai plat, mais ça ne m'apporte pas vraiment d'informations. Donc, on a envie de se dire qu'il faudrait mettre un modèle non linéaire. Alors, pour le tester, j'ai pris aussi autre chose, ce qui est une autre manière, essentiellement, quand on a l'âge, c'est de le faire en régression non paramétrique et de se dire, je vais mettre des classes d'âge. Donc, au lieu de faire des splines, je le fais avec une fonction, donc cette fonction breaks. Là encore, j'aime bien cette fonction qui revient à ce qu'on avait fait, je vous rappelle, sur la courbe ROC, quand je mettais une indicatrice. Ce que j'avais dit, c'est que c'était assez proche de ce qu'on faisait quand on faisait des arbres de classification. Là, c'est ce qu'on obtiendrait si on faisait un arbre de régression. Donc, les arbres de régression, c'est de dire je vais créer des groupes. Donc, peut-être les 15-25 ans, les 15-21 ans, 21-28, etc. Donc, on a différents niveaux. Alors, je les ai pris très réguliers, mais je pourrais les prendre avec des quantiles, je pourrais prendre plus ce que je veux. Et ce que je vais dire, c'est que sur chacun des groupes, je suis constant. Voilà. Donc, ce modèle-là est un autre modèle non linéaire. Là encore, ce que je me contente de faire, c'est de dire je vais me placer dans ce groupe-là. Donc, je vais prendre toutes les personnes qui ont un âge compris entre 27 et 33. Et je vais juste prendre leur moyenne empirique. Et je vais la représenter ici. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Et ce qu'on voit, c'est que ça confirme l'idée que ce n'est pas linéaire. On a quand même quelque chose qui est globalement croissant plus décroissant. Donc, on a ici un autre outil pour visualiser cette non-linéarité, qui semble confirmer l'idée qu'on a plutôt une courbe qui sera, je ne sais pas si elle est forcément concave, mais on a cette espèce de parabole en tout cas, qui semble confirmer par nos deux approches. Et ici, je peux aussi récupérer des intervalles de confiance. Je ne l'ai pas fait sur les splines, mais je pourrais l'avoir aussi. Donc, on pourrait effectivement avoir cette courbe qui se trouve ici. Donc, c'est juste rajouter SE.fit égale true. Donc, encore une fois, je vous encourage à le faire si jamais vous voulez avoir vos intervalles de confiance. Je renvoie à la discussion que j'avais eu sur les modèles gamme,
où je pouvais récupérer des courbes en pointillés. Je peux aussi le faire à la main ici. OK. Et dernière approche, donc je tente un polynôme de degré 2. Encore une fois, je disais que j'avais une espèce de parabole. Dans ces cas-là, autant tenter un polynôme de degré 2, et c'est ce qu'on observe ici. OK, donc mon polynôme de degré 2 pourrait suffire en fait dans ce modèle pour capturer l'effet non linéaire. Donc de mémoire, c'est ce qu'on va retenir par la suite quand on fera notre modèle. Alors, là aussi, petite discussion, quand j'avais fait la régression polynomiale dans le données du Titanic, j'étais parti directement sur la régression de degré 3 en me disant elle est significative. Là, ma régression de degré 2 est significative. On peut se demander est-ce qu'il ne faut pas aller au degré 3. Je vous rappelle que quand on avait regardé sur les splines, qui devait être ce graphe-là, ce qu'on observait, c'est que si jamais j'avais une belle parabole, j'aurais peut-être dû descendre comme ça, mais ici, on a l'impression qu'on remonte. Okay. Et ça pourrait être obtenu typiquement avec une fonction cubique. Okay. Donc une fonction cubique nous permet de récupérer ce cycle et de se dire je remonte, mais beaucoup plus tard. Donc peut-être qu'on pourrait tenter un polynôme de degré 3. Donc c'est ce qui est fait ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le degré 3 n'est pas significatif. Donc effectivement, le polynôme de degré 2 devrait suffire. Donc comme je ne suis pas significatif, j'enlève un degré, j'arrive à un polynôme de degré 2, et le degré 2 est très largement significatif. Donc, on va s'arrêter au degré 2 et on a construit notre modèle pour tenir compte de la variable âge. Okay. Année de mariage, on a la même question. Okay. C'est une variable continue. Donc, la seule chose, c'est qu'au lieu d'être entre 15 et 80 ans, on est sur des durées de mariage qui sont plus courtes, donc entre 0 et 15 ans. Okay. Mais on peut se poser la même question, est-ce que c'est vraiment un modèle linéaire? Donc là encore, je fais des splines, je récupère mon intervalle de confiance. Cette fois-ci, on voit que la parabole, elle n'est peut-être pas très crédible. Okay. Là, on aurait dû avoir quelque chose comme ça avec une parabole. Là, manifestement, il va sûrement falloir aller sur un degré 3. Okay. Donc c'est ce que je fais ici. Donc j'intègre un polynôme de degré 3 qui semble coller beaucoup plus aux données. Okay. Donc ici, j'ai mon polynôme de degré 3. Juste avant, j'avais ma fonction spline. Okay. On voit que c'est la même chose. D'accord. Donc manifestement, on a trouvé un modèle qui est bon. Okay. Donc mettre un polynôme de degré 3 sur les années de mariage devrait me donner un bon modèle. Okay. Donc on a réussi à travailler sur nos deux variables continues. On a vu qu'il fallait peut-être les transformer un petit peu pour que le modèle soit meilleur, okay, et pas juste les mettre dans notre régression puis s'arrêter là. Okay. Peut-être qu'il faut bricoler un tout petit peu, prendre un degré 2 sur l'âge et un degré 3 sur les années de mariage. Voilà. Donc ça, c'était les premiers types de variables. Donc c'est deux variables continues. Il y avait les deux variables un peu tordues qui étaient la religion et satisfaction. Où là, on n'était pas très au clair. Donc là, je vous laisse, si je voulais jouer sur ces données, regarder ce que donnent les différents modèles. Il nous reste les autres variables, donc on va essayer de... Alors, je ne sais plus si je reviens sur ces variables-là. D'abord, je reviens sur des éventuels effets croisés. Donc, c'est juste une petite discussion. On a deux variables continues. Est-ce que je les prends comme étant deux variables séparées ou est-ce que je tente une fonction jointe? Donc, on va juste se poser la question de qu'est-ce que ça donne sur notre prévision. Et donc, je vais comparer par rapport au modèle de base qu'on aurait pu avoir, qui est le modèle linéaire standard. Donc, le modèle linéaire standard, c'est de dire, je prends ma variable x1, je prends ma variable x2 et je les mets dans ma régression. Dans ces cas-là, on récupère la courbe qui est à gauche. Okay. Donc, la courbe gauche, c'est mon exponentielle de ma combinaison linéaire. D'accord. Donc, on récupère cette fonction avec cette exponentielle qui va partir essentiellement sur les personnes qui sont plutôt jeunes et plutôt avec un nombre d'années de mariage relativement faible. Okay. Élevé. Donc, c'est les jeunes c'est les personnes qui ont 15 ans avec 15 ans d'années de mariage. Donc, on voit que ce n'est pas forcément très crédible, toute cette partie-là. D'accord. Donc, ici, j'ai les données des personnes qui ont 15 ans de mariage et ici, j'ai les personnes qui ont 20 ans. Okay. Donc, encore une fois, il n'y a personne dans cette région-là. D'accord. Donc, se tromper, ce n'est pas très, très grave. Le problème, c'est que on avait dit que c'était forcément des fonctions qui étaient décroissantes par ici. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on racontait dans le modèle qu'on avait fait au tout début, c'est de dire ça va être décroissant en fonction de l'âge. Okay. Et ici, c'est pas forcément pertinent. Puis on avait dit on va mettre un polynôme parce que c'est pas du tout cohérent avec ce qu'on observe de manière non paramétrique. Je voulais juste faire une petite remarque sur ce qui se passe quand je regarde les courbes de niveau. Donc on a une fonction qui est une exponentielle. Par contre, quand je regarde les courbes de niveau, on récupère des droites. Donc c'est exactement la même chose que quand on avait notre régression binomiale. Okay. Quand on faisait une régression binomiale, on avait une fonction qui n'était pas du tout linéaire, parce qu'on est compris entre 0 et 1, sauf que quand je regarde des courbes de niveau, j'ai toujours des fonctions linéaires. Okay. Le séparateur,
quand on travaille sur un nuage de points en X1 et X2, c'est forcément un séparateur linéaire quand on fait une régression logistique. Ben, c'est la même chose ici. On est fondamentalement dans des classes de modèles linéaires. Donc les courbes de niveau ici sont des droites, essentiellement parce que je veux que ça soit égal à une constante. Okay. Donc ça veut dire que cette combinaison linéaire est égale au logarithme de la constante, et donc ça devient un modèle linéaire. Okay. Donc les courbes d'isoprobabilité, enfin d'iso-valeurs d'espérance sont des constantes. Okay. Donc c'est ce que ça nous donne ici. Donc je vais juste regarder ce qui se passe si jamais je reviens sur mes transformées polynomiales. Okay. Donc mes transformées polynomiales, c'est de dire j'ai mon exponentielle de ma constante, plus un polynôme de degré 2 pour l'âge, plus un polynôme de degré 3 pour les années de mariage, et on obtient ces courbes-là. Okay. Donc si jamais je regarde en fonction de l'âge, on retrouve ces espèces de paraboles ici. D'accord, qu'on voit peut-être un peu moins quand on fait des courbes de niveau, mais c'est ce qu'on observe là. Okay. Donc on a ce modèle qui est un peu plus complexe qu'on observe ici. Je ne sais plus si je vais plus loin. Non, je m'arrête là. Autre chose, à partir du moment où je mets mes deux variables dans mon modèle, elles risquent d'interagir. Donc si jamais elles sont corrélées, et en fait on se doute qu'elles sont sûrement un petit peu corrélées, mon modèle va falloir que je l'adapte. D'accord. Donc ça c'est et on le sait qu'elles sont corrélées. Enfin, je veux dire, c'est ce que je disais tantôt quand je disais les personnes qui ont 20 ans, elles ne peuvent pas avoir 15 ans d'ancienneté de mariage. Okay. Donc par construction, ces deux variables-là sont forcément corrélées. Donc il va quand même falloir vérifier que mes deux modèles de type polynôme de degré 2, polynôme de degré 3 ont du sens. Okay. Donc quand je regarde ma sortie de ma régression, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, l'âge, le polynôme de degré 2 n'intervient plus. Okay. Donc dans ces cas-là, j'ai peut-être intérêt à le supprimer. Donc je vais juste mettre un polynôme de degré 1. Okay. Et dans ces cas-là, on récupère quelque chose qui est un peu différent en termes d'histoire. Okay. Donc on récupère ce modèle-là. D'accord. Donc on peut regarder au point de vue individuel les transformations à faire sur nos variables, mais quand on commence à toutes les mettre ensemble, il va falloir faire un petit peu attention parce que éventuellement des transformations qu'on faisait dans le cas univarié n'auront pas forcément de sens quand on sera dans le cas bivarié. Voilà. Donc ici, je récupère ma sortie de régression. Hop. Je peux quand même vérifier que attendez, je regarde juste. J'ai un petit problème sur mes slides. Voilà. Donc on avait supprimé le degré 2. Je vais juste y aller à la main parce que j'ai un petit problème sur la droite. Voilà. Donc ça, c'était l'âge. Et voilà, je vérifiais juste. Alors ma sortie ici n'est pas bonne. Désolé. Donc ici, je faisais la régression juste sur l'âge en me demandant est-ce que l'âge était quand même pertinent. Okay, c'est que si je reviens sur le graphique qu'on avait juste avant, ce qu'on voyait, c'était que c'était essentiellement une déformation en fonction de l'année d'expérience. Je vais refaire à la main. Ce qu'on voit, c'est qu'on a essentiellement une déformation, une rupture en fonction des années de mariage. Okay. On a l'impression que quand on regarde en fonction de l'âge de la personne, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout cette rupture qu'on a sur les années de mariage. Donc on pourrait se demander, est-ce que l'âge a encore du sens? Okay. Donc c'est ce qui est fait ici. Et en fait, on a l'impression que oui, c'est significatif, mais on arrive presque à 5%. Donc je ne vais pas faire du dogmatisme statistique, mais disons qu'on pourrait éventuellement se dire que cette variable ne sert à rien. Donc, on pourrait tenter un modèle où on supprime cette variable. OK. Donc, ensuite, je mettais ma variable factorielle. Donc, ça, ma variable catégorielle, donc on l'avait déjà fait. Donc, je vais peut-être passer un petit peu. Je vais juste regarder autre chose. C'est la même discussion que celle qu'on vient d'avoir sur est-ce que je vais regarder les variables au niveau individuel, puis les mettre toutes les deux ensemble. Donc, on pourrait se poser la même question sur religiosité et satisfaction et se dire, OK, on avait vu qu'on avait cet effet alors qu'il était décroissant sur la religiosité et décroissant sur la religion. Okay. Et de se dire qu'est-ce qui se passe si jamais je mets les deux variables ensemble. D'accord. Alors, première chose, donc je fais ma régression sur mes deux facteurs indépendamment. Donc, je reviens sur l'interprétation. Donc, on a deux variables factorielles. Okay. Donc, je vais avoir un certain nombre de variables, de paramètres qui vont intervenir. Donc, encore une fois, quand j'ai 5 variables pour la première variable, il y en a une qui sera la référence, il me reste 4 paramètres. Pareil pour l'autre modèle. Donc, je vais avoir mes 4 paramètres et puis la première sera inclue dans ma variable de référence. Donc, j'ai ma constante. Et ensuite, pour ma variable 1, je commence par défaut, ma modalité numéro 1 sera ma référence. J'ai ma modalité numéro 2, 3, 4, 5 jusqu'à i. Et pour la variable numéro 2, bien sûr, je me suis trompé. Donc, on commence à 2.
1, et ensuite on va jusqu'à J. Okay, donc on a 1 plus I-1 plus J-1 paramètres. Okay, et comment ça s'interprète au niveau des sorties? Ben, la, la, modalité jointe 1,1 sera ma modalité de référence. Okay, donc pour quelqu'un de type A1, B1, dans ces cas-là, comment je fais ma prévision? Je prends juste l'exponentielle de ma constante. Okay. Quand j'ai un individu de type A1 mais BJ, dans ces cas-là, je vais avoir le terme B2J. Donc, comme je ne suis pas égal à J égale 1, je vais avoir un positionnement par rapport à cette constante, ma modalité de référence qui était la modalité 1 pour la variable 2. Okay, et en fait, le fait d'avoir quelque chose de linéaire, donc l'exponentielle de quelque chose de linéaire, fait que tout d'un coup, je vais avoir une interprétation en termes de produit. Okay, donc le coefficient bêta 2j va être, quand on prend son exponentielle, ça va être par combien est-ce qu'il faut multiplier la modalité de référence. Okay, donc si jamais j'ai une variable, un coefficient bêta 2j qui était positif, dans ces cas-là, on sait qu'on devrait être plus élevé que la modalité de référence. Okay, et je vais avoir la même chose sur l'autre cas. Donc bien sûr, je me suis trompé. Ici, c'est du AI et ici, c'est du B1. Okay, donc B1 est ma modalité de référence pour la deuxième variable. Donc je me place par rapport à celle-là, puis je vais me positionner en AI. Pardon. Donc je vais multiplier par un certain coefficient. Puis après, on a le dernier cas, qui est le fait que j'ai deux modalités, I et J. Dans ces cas-là, je vais avoir quelque chose qui est multiplicatif pour la première variable et quelque chose de multiplicatif pour la deuxième. Okay, donc on retrouve quelque chose qui est assez simple à analyser. Et donc on a ici ces différentes valeurs. Alors je vais peut-être juste, en espérant que ça marche, voilà, juste revenir un petit peu sur ce que ça veut dire en termes géométriques. Okay, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que si jamais je reviens donc, sur cette variable, donc ici j'ai ma variable satisfaction, donc je vais récupérer différents coefficients. Ce que ça nous dit, le fait qu'on ait ce modèle additif, c'est que je vais avoir, donc c'est ce que j'appelle le vecteur U. Okay, donc mon vecteur U va être ce vecteur-là, et en fait on va toujours avoir cette forme-là à un coefficient multiplicatif. Donc ma forme, c'est juste une multiplication de ce vecteur par des valeurs qui sont différentes. Okay, j'ai toujours la même forme ici sur mes coefficients. Donc les coefficients qui sont là, en fait, c'est les coefficients en bêta 2, bêta 2, 1, bêta 2, 3, bêta 2, 4, bêta 2, J, okay, qu'on va retrouver ici. D'accord, donc on va toujours multiplier par les mêmes valeurs. Okay, c'est vraiment l'idée de l'interprétation qu'il y avait auparavant, qui était je multiplie forcément par quelque chose, donc je vais être proportionnel. Okay, donc on a toujours cette courbe-là qui est plus ou moins multipliée par une valeur plus ou moins grande. Et je vais avoir la même chose dans l'autre dimension, en fait. Comme j'ai cet effet avec la somme de mes deux coefficients, donc c'est-à-dire le produit des deux, je vais récupérer l'interprétation dans l'autre sens. Donc mes coefficients V, cette fois-ci, c'est au niveau de la religiosité. Okay, donc j'ai cette fonction-là, et donc je vais toujours récupérer cette petite évolution qui va juste être translatée, multipliée par un coefficient multiplicatif partout. Okay, donc c'est ce qu'on observe ici. Donc ça, c'est une hypothèse très forte qui est de dire mes deux effets sur les catégories n'ont pas d'interaction entre eux. Okay, donc je vais avoir un coefficient multiplicatif parce que je dis que je suis très religieux, puis un effet multiplicatif parce que je dis que je suis très satisfait. Okay, mais on n'a pas d'interaction en disant si jamais je suis très religieux et très satisfait, dans ces cas-là, ça devrait être encore plus élevé. Et en fait, c'est ce qui se passe dans ces données. C'est que si jamais je le fais en faisant donc ce produit croisé, donc c'est via ce produit cartésien. Donc le produit cartésien veut juste dire on va créer autant de modalités que j'ai de paires possibles. Okay, donc quand on faisait notre premier modèle, on avait une constante, plus 4 coefficients pour la religiosité, plus 4 pour la satisfaction. On avait un modèle avec 9 paramètres. Ici, je fais le modèle à 25 paramètres. Donc je vais mettre une valeur différente pour chacune. Donc ça revient à faire un modèle non paramétrique en fait. Je reviens à dire, je vais regarder ici pour la variable 1,1, voilà la valeur moyenne dans cette population-là. Donc je prends les personnes qui se disent peu satisfaites, peu religieuses. Puis si jamais je me plaçais en 1,2, je serais là. Puis en 1,3, je serais là. Et ce qu'on observe, c'est que les deux courbes sont quand même... Donc elles peuvent être proches par certains endroits, mais ce qu'on observe, c'est que pour les personnes qui ne se disent pas du tout religieuses, on a quelque chose de très différent. Okay, donc manifestement, les personnes qui se disent religieuses de niveau 1 se comportent de manière très différente, et peut-être qu'il faudrait interroger un peu plus cette population-là.
Donc peut-être que le modèle a du sens si jamais les personnes se disent un peu religieuses, mais peut-être que les personnes pas du tout religieuses, il faudrait les traiter peut-être un petit peu à part. Donc peut-être ajouter un coefficient, peut-être le sortir, je ne sais pas. Bricoler un petit peu sur cette variable religieuse égale 1 et la sortir de notre régression. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais raconter sur l'interprétation. Donc on a vu les variables qualitatives et les variables continues, en allant un peu plus loin, puisqu'on a commencé à parler un tout petit peu d'interaction. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les interprétations, puis on se retrouve bientôt pour la suite.